Donc nous sommes arrivés au moment où nous devons donc juger de juger la quand Marie attends. Nous devons juger donc la sagesse et l'ignorance. Donc, tant pis pour l'ignorance si elle se met en colère, mais pour ce soir, donc Karine Gauthier va nous parler de la sagesse. Quand Shirab sayate te hakoyate. Shirab. Là j'ai Shirab qui est assez dans. Là j'ai. C'est Java Kandesh Chego de c'est vous raconter. Et donc, c'est que la sagesse énonce donc pour sa défense, c'est que donc pour expliquer donc son point de vue, c'est que le jeu que nous recherchons, donc ce jeu que nous recherchons, en fait, nous ne pouvons le trouver nulle part, ni dans aucun des 5 agrégats pris séparément, ni dans l'ensemble ou dans l'association des 5 agrégats. Et donc, lorsque nous recherchons ce jeu, il n'y a rien donc que l'on puisse trouver ou désigner comme étant ce jeu. Et donc, la seule chose donc nous ne pouvons pas trouver ce jeu parce qu'en réalité donc ce jeu n'est rien d'autre que la dénomination, la désignation donc par le nom et l'appréhension donc par le concept donc du jeu. Et donc en dehors de cette conception mentale de jeu et de la désignation donc de jeu, en dehors de cela, il n'y a rien donc que nous puissions trouver comme étant ce jeu, comme supportant donc l'existence de ce jeu.
Parmi les diverses écoles philosophiques bouddhistes, il y a donc les écoles philosophiques du petit véhicule et les écoles philosophiques du grand véhicule. Parmi les écoles philosophiques du grand véhicule, il y a donc notamment donc deux grandes divisions. Donc il y a les Vijñanavadin, qu'on appelle également donc les Chittamatra, littéralement donc ceux qui sont appelés littéralement comme l'école de l'esprit seul. Et donc il y a l'école donc Madhyamika, l'école donc littéralement donc de la voie du milieu. Et donc ces deux écoles, donc les Vijñanavadin et les Madhyamika, sont des écoles donc du grand véhicule. Et toutefois donc les tenants de l'école Vijñanavadin considèrent qu'il est possible de trouver le je, qu'il y a quelque chose que l'on peut désigner comme étant ce je, et qu'en fait le je est la conscience mentale. Mais à ce propos, les Madhyamika, et donc selon donc la pensée du maître Nagarjuna, les Madhyamika affirment que le point de vue des Vijñanavadin n'est pas le point de vue le plus profond, n'est pas donc la pensée qui va donc le plus loin pour ce qui est donc de l'affirmation de l'existence du je, car pour les Madhyamika, donc ce je ne peut pas être trouvé, et donc ils considèrent que le point de vue des Vijñanavadin, qui considèrent la conscience mentale comme étant le je, n'est pas le point de vue ultime, n'est pas donc la vision la plus profonde. Parmi les écoles philosophiques du petit véhicule, il y a donc deux principales écoles qui sont donc l'école des Vaivashika et l'école des Sautrantika. Et donc, parmi ces écoles donc, du petit véhicule, il y a diverses affirmations concernant il y a donc diverses affirmations sur ce qui constitue donc le je, et donc parmi ces diverses écoles, on rencontre plusieurs sortes d'affirmations sur ce qui constitue le je. Les uns considèrent que le je est, donc comme nous l'avons vu par exemple pour les Vijñanavadin, que le je donc est la conscience mentale. D'autres considèrent que le je est l'association des 5 agrégats. D'autres encore considèrent que le je est la continuité des 5 agrégats, etc. Et donc il y a ainsi donc diverses affirmations sur ce que les tenants de ces écoles considèrent donc comme étant le je, et donc un je qu'on peut désigner, qu'on peut trouver.
Et donc le maître Nagarjuna a réfuté les points de vue de ces écoles, Vaivashika et Sautrantika, donc et également donc de toutes les écoles qui considèrent que ce je peut être trouvé, donc également les affirmations donc des Vijñanavadins. Mais donc il ne suffit pas de dire donc Nagarjuna donc a réfuté les points de vue de ces écoles pour donc s'appuyer sur les vues donc affirmées par Nagarjuna, mais donc Nagarjuna a réfuté le point de vue de ces écoles inférieures en s'appuyant sur des raisonnements extrêmement approfondis et tout à fait correctement établis. Et donc, évidemment, nous ne pouvons pas ici rentrer dans le détail de tous ces raisonnements qui permettent donc de réfuter les points de vue de toutes ces écoles inférieures, car donc cela prendrait extrêmement longtemps, et c'est notamment le but des longues études de logique et de philosophie que font donc les Tibétains en général, donc dans les écoles dans les collèges de philosophie. Et donc, pour nous, il est important donc de savoir que donc Nagarjuna a réfuté toutes ces vues des écoles inférieures à l'aide, donc pas simplement arbitrairement, mais à l'aide donc de raisonnements logiques, d'analyse donc parfaitement fondés et parfaitement corrects, et qu'il a ainsi donc démontré que les points de vue de ces écoles philosophiques inférieures n'étaient pas la pensée profonde du Bouddha. 내가 뻔뻔히 저기 가면 매 지금 가면 매서는 가면 가르가르 매야 매야지 가르가르 매야 진짜 뭐라 저기 가나와라 뭐라 저다 돈이 마도 배다 와다 이자지 됐을 때는 가나와라 근데 가 잡아 됐을 처음에 다 이런 말이야 한번 나왔다 그거야 가 통한다 이런 말이야 가는 시에버지 나지 이런 말이야 아니면 지 위에 잠바 나지 이런 말이야 그래서 처음에 다 까고 집을 까네 아니 pomba 차고 pomba 위에 차고 이거를 집 내배 pomba 차고 그러면도 이렇게 차고 pomba 쓰기마도 와 그런데 선생님들 그렇지요래 이분이 나는 그거에서 같은 일에 이분 내가 통치 차고 가르카에서 기분이 바꿔 아니다 pomba 차고 어디 나오는게 pomba 내고 차는데 가는 가자 바꿔 버려야지 바꿔네 아니 이 내가 pomba 차고 내가 가르카 그랬으니까 뭐라도 누가 가는 나오지 나오지 아 템버트가 이게 통하는 안 좋고 아다 시발에 가 차와지 차가 나지 이거 말이야 나다 이렇게 이거 말이야 Lorsqu'on parle de vacuité, donc ce que nous traduisons en français donc par vacuité, en tibétain se dit tongpa ni. Donc tongpa signifie vide, donc même dans le langage courant, donc tongpa signifie vide, et ni ici a le sens de seulement ou donc exclusivement. Ce qui veut dire donc en fait que il n'y a rien qui existe en dehors du vide, ou en d'autres termes, donc comme rien n'existe. Mais ce qui est signifié donc par cela en disant que comme il n'y a rien d'autre que cette vacuité, donc ce rien, cela veut dire en fait que aucun phénomène, quel qu'il soit, n'existe d'une manière qui serait conforme à la façon dont il nous apparaît. Donc, qu'il apparaisse à nos sens ou qu'il apparaisse donc à notre
qu'ils apparaissent à nos sens, ou qu'ils apparaissent donc à notre conscience mentale. Donc, tous ces phénomènes, en fait, sont vides d'une manière, ils sont littéralement, donc en communication tibétaine, vides de la manière dont ils apparaissent, ce qui veut dire donc vides ou dépourvus donc d'un mode d'existence qui serait conforme à la manière dont ils apparaissent à nos sens ou à notre conscience. Donc, lorsque l'on parle de vide, cela donc suppose la négation de quelque chose. Donc, comme Tianeng Botti a pris l'exemple donc du tipu, de la cloche. Donc, la cloche se trouve à un certain endroit, et si nous la déplaçons, à ce moment-là, il y a le vide de la cloche à l'endroit donné, et donc ce vide, le vide est nécessairement le vide de quelque chose, l'absence donc de quelque chose. Et ici, donc ce vide qu'est la vacuité, c'est donc l'absence d'existence conforme, d'une existence donc qui serait telle que les phénomènes nous apparaissent, donc apparaissent à nos perceptions sensorielles ou mentales. Mais donc, lorsque Madame Sagesse énonce ses propos, Monsieur Ignorance, parce que Rinpoche l'a appelé Monsieur, alors je vais continuer au masculin, Monsieur Ignorance proteste avec véhémence en disant que ce n'est absolument, on ne peut pas dire que tout ce qui apparaît à ma vue, ce qui apparaît à ce que j'entends avec mes oreilles, ce que je vois avec mes yeux, etc. Comment pouvez-vous dire que cela n'existe pas? C'est comme si vous niez l'évidence. Mais en plus, Monsieur Ignorance n'est pas tout seul. Il a des, comment pourrait-on dire, des acolytes, et donc comme une escorte, et donc, et ces acolytes en fait sont les tenants des écoles bouddhistes inférieures, donc telles que donc l'école des Vaivashika, des Sautrantika et des Vijnanavadini. Ponsoa 생기다면 지나 니 ponsoa 생기다면 지나 야 그 ponsoa도 내려 니 돈들이랑 ponsoa 연도만 이거 통계로 와 통들 여기 있는 ponsoa도 다 하나 가봐도 다 얘는 하나 다른 거는 얘는 소바 코나 ponsoa 자기 임바 자기 리리야 리리는 ponsoa 자기 임바 어느 ponsoa 지 너무 대바지 두고 너는 되게 돼 가봐도 있다 Mais alors, Madame, Madame Sagesse va rétorquer que, donc,
si vous pensez, va donc rétorquer à Monsieur Ignorance, si vous pensez que les phénomènes existent tels qu'ils vous apparaissent, et si soudain vous voyez une certaine personne donc qui s'appelle François par exemple, et que donc cette personne vous apparaît donc d'une certaine façon, et puisqu'elle vous apparaît, vous pensez donc qu'elle doit pouvoir être trouvée. Mais alors, où donc pouvez-vous la trouver? Est-ce que vous allez la trouver dans son corps? Est-ce que vous allez la trouver dans son esprit? Est-ce que vous allez la trouver dans l'une de ces parties de son corps? Et donc, dites-moi où pouvez-vous bien la trouver? Daishinya pumbunga sema dejema let je vais tout vous dire d'ici peu. Et donc, Madame Sagesse va continuer de plus belle en disant, et donc, si vous considérez que la personne existe quelque part dans la base, dans les agrégats qui constituent la base de dénomination, prenez donc l'exemple du président de la République et prenez plus précisément l'exemple de Monsieur Mitterrand, et donc dans la base de désignation qu'est Monsieur Mitterrand, président, pardon, dans la base de désignation du président de la République, où est donc le président de la République, et qu'est-ce que vous allez considérer dans cette base de dénomination comme étant le président de la République? Lequel des 5 agrégats allez-vous prendre pour dire qu'il est le président de la République? Prendrez-vous un agrégat séparément ou l'ensemble des agrégats? Où allez-vous trouver le président de la République du côté de la base de désignation? Et donc, si vous considérez les agrégats de M. Mitterrand comme étant le président de la République, les agrégats de M. Mitterrand existaient bien avant 1981, mais à ce moment-là, M. Mitterrand n'était pas appelé, et donc, avant 1981, avant donc que M. Mitterrand soit président de la République, les agrégats de M. Mitterrand existaient, mais ils n'étaient pas les agrégats du président de la République. Alors, où pouvez-vous trouver le président de la République dans les agrégats de M. Mitterrand? président de la République Mitterrand, qui est dans deux. Monsieur Mitterrand. Ah, Mitterrand qui était le président.
밑에 와기 된 바지도 잡아지 요. Lâché. 뒤뒤 잡아도 아래 말이야. 단단 바지도 선이 되게 다. Lâché. Sarbat Dougin, président. Ça y est, Sarbat Dougin. 내가 반대 받은지 바지도 왔다. Lâché. 반대 내가 그 받은지 바지도 와. Lâché. 이 통을 도지 가지 좋아해. Lâché. 지금 그저 제치 저치 놀래 보거든. 이 뭐에 보거든. 반대 바지도 된다. Lâché. Mais donc, au soir des élections du, je ne sais pas exactement le mois, la date précise à laquelle M. Mitterrand a été élu président de la République. Pardon? Le 10 mai? Merci, j'ai oublié. Oui, mais bon. Et donc, au soir du 10 mai 1981, lorsque on a constaté les résultats des élections, donc on a décrété à ce moment-là, on a dit donc que M. Mitterrand était le président de la République. Mais est-ce que ce président de la République était quelqu'un qui n'existait pas avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui existe tout d'un coup à partir du moment où donc on constate le résultat des élections? Donc à partir de quel moment ce président de la République commence-t-il à exister? Et donc, à partir du moment où le résultat des élections a été connu, donc M. Mitterrand lui-même s'est considéré comme étant le président et il a pu se dire, donc, je suis le président de la France. Mais, est-ce que président Inkenteng, là, il y aurait et donc lorsque M. Mitterrand a pu se dire donc à ce moment-là, je suis le président de la France, est-ce que ce je existait avant que M. Mitterrand soit président de la France? Et donc, si le président existait, existait du côté donc de la base de désignation, du côté de donc des 5 agrégats, à partir donc si je vais y arriver, si le président existait du côté donc des 5 agrégats, qu'y a-t-il de plus sur ces 5 agrégats à partir du moment où M. Mitterrand devient président? Est-ce que le fait d'être président, c'est quelque chose qui vient en plus sur les 5 agrégats? Est-ce que c'est comme quelque chose qui, du côté des agrégats, serait échangé entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand? Madame,
Et donc, Madame Sagesse d'affirmer que donc il n'y a rien d'affirmer donc à l'encontre de Monsieur Ignorance, et donc il n'y a rien du côté des agrégats du président de la République que vous puissiez désigner comme étant donc le président de la République, car le président de la République n'est qu'une désignation du nom et du concept sur la base des 5 agrégats, mais il n'y a rien du côté de ces 5 agrégats, dans ces 5 agrégats, que vous puissiez trouver comme étant le président de la République. Et par conséquent, le président de la République n'est qu'une imputation conceptuelle faite par l'esprit et le nom, donc conceptuelle et nominale, faite sur la base de désignation. Mais donc, du côté de cette base de désignation, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant donc le président de la République dans l'exemple précis, ou quel que soit donc le phénomène pris en exemple. Et donc, il en va de même de tous les, par exemple, tous les membres du gouvernement, des ministres, des députés, etc., de tous les secrétaires d'État et divers fonctionnaires, donc divers hauts fonctionnaires, du côté donc de leur base de désignation, il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'Intérieur, etc. Et donc, monsieur le ministre des Finances ou monsieur le ministre de l'économie n'existe que dans l'imputation du nom et du concept. Et donc si Thierry Rimbaud prend son propre exemple, donc lorsqu'il pense donc à je, donc à lui, je, donc parfois il pense Thierry Rimbaud, parfois il pense donc Longé Nambiel, et donc s'il pense donc Thierry Rimbaud, c'est la façon dont le nom avec lequel il se conçoit, c'est également le nom avec lequel nous le concevons, nous le désignons. Et donc, lorsque lui pense Thierry Rimbaud et se désigne donc comme Thierry Rimbaud, ou lorsque nous pensons ou désignons donc Thierry Rimbaud, en fait,
nous ne pouvons trouver Khyalin Potier que dans le concept que nous en avons et dans le nom que nous lui imputons. Et donc, dans cette imputation, cette désignation du nom et de l'esprit, et en dehors de cela, du côté de la base de désignation, il n'y a rien que nous puissions trouver, rien dans aucun des 5 agrégats de Khyalin Potier que nous puissions trouver comme étant Khyalin Potier. Donc, Khyalin Potier a donc le nom de Longin Namgyel. Également, donc, en fait, ce nom lui a été donné à l'âge de 20 ans. Et lorsque, à l'âge de 20 ans, on l'a appelé, donc à partir de l'âge de 20 ans, on l'a appelé Longin Namgyel. En fait, à partir du moment où il s'est appelé ainsi, il n'y a du côté de la base de désignation, du côté des 5 agrégats, rien qui a changé. Donc, entre la personne qu'il était à l'âge de 19 ans et celui qui, à l'âge de 20 ans, a commencé à être appelé Longin Namgyel, du côté de la base d'imputation, il n'y a rien qui a été ajouté en particulier, mais la seule chose qui a été ajoutée, la seule chose qui a changé, c'est le nom qui a été imputé à cette base de désignation. Et ceci donc nous démontre que ce je ne peut pas être trouvé donc du côté de la base de désignation et que donc l'individu n'est que cette imputation du nom et du concept. Donc,
dans la philosophie bouddhiste, il y a deux éléments, enfin deux concepts, deux éléments, donc il est très important de comprendre. C'est donc ce que nous appelons ici donc la base de désignation ou la base de dénomination, d'une part, donc, et d'autre part, donc, la dénomination ou la désignation elle-même. Donc, pour reprendre l'exemple donc de Khyalen-Boché, donc, les 5 agrégats de Khyalen-Boché constituent sa base de désignation, sa base de dénomination, et Khyalen-Boché est la désignation, la dénomination qui est attribuée donc à cette base de dénomination. Et donc, par exemple, nous attribuons la dénomination, la désignation de Khyalen-Boché sur la base donc de l'agrégat du corps, donc en voyant le corps de Khyalen-Boché, donc nous disons voici donc Khyalen-Boché. Mais cet agrégat du corps, cet agrégat de la forme, à son tour est lui-même une dénomination. Et en tant que dénomination, il a une base de dénomination. Et qu'est-ce qui va constituer la base de dénomination du corps? C'est l'ensemble des parties qui constituent donc ce que nous appelons le corps, donc habituellement. Et donc, lorsque nous voyons la réunion donc des 4 membres, du tronc, de la tête, etc., nous disons donc voici le corps. Mais en fait, donc le corps n'existe qu'en tant que dénomination ou imputation donc du nom et du concept sur la base donc des parties qui le constituent, sur sa base de dénomination qui réside donc dans les parties qui le constituent. Mais on peut à nouveau donc prendre une partie du corps, si par exemple nous prenons la tête, et donc la tête elle-même, bon, est également donc une base de désignation. Pardon, je commence à m'embrouiller. La tête elle-même est une dénomination qui est faite sur une base de désignation. Et donc, qu'est-ce qui constitue la base de désignation de la tête? C'est toutes les parties donc qui la constituent. C'est donc le menton, les yeux, le nez, les oreilles, le crâne, etc. Et donc, en dépendance de l'assemblage d'une certaine manière donc de toutes ces parties, donc, et de la réunion de toutes ces parties d'une certaine manière, lorsque nous voyons donc cet assemblage de toutes ces parties, nous disons donc que ceci est la tête. Mais en fait, donc la tête, nous ne pouvons la trouver nulle part dans aucune de ces parties qui constituent la base de désignation, parce que la tête, en fait, n'est qu'une imputation du nom et du concept sur sa base de désignation. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus quoi. 아니, 양고트 지워서 그냥 지 표시직 지시하면 하고 제가 간이 밑단 카나다야 이거 간 때문에 파마라 나시지 그런데 되게 나지지 그렇지네 아니 카나 가를 넣으면 너야 밑다야 이거 파마라 나시차 제가 다시 얘가 코로나 때에 다시 이러고 아 제가 다시 얘는 하루 때에 다시 되게 많이 키치 아니 니타 잡아 샤다 그는 딜레